Bonjour, bienvenue sur Vesper. Je vous invite pour une immersion au cœur des chais de vieillissement de la distillerie La Mine d'Or, à la rencontre de Stéphane Cardaudet, un entrepreneur innovant et engagé pour son territoire et son souhait de transmettre. Stéphane a fait carrière dans l'univers de la boisson chez des gros brasseurs et tout particulièrement en reprenant la brasserie Lancelot et en créant, contre toute attente, le soft qui fera grincer les dents de Coca et Pepsi. J'ai nommé le Bresse Cola. Alors c'est un énorme succès, joli coup de com' également, et 20 ans après, la vente de l'entreprise lui permettra de construire son rêve, la création d'une distillerie premium pour un whisky breton d'excellence, la distillerie La Mine d'Or. Et c'est peu dire, le site est proche de Brocéliande, à Ploërmel, et est somptueux. C'est un éveil des sens. Toute la filière y est maîtrisée, la démarche responsable est au cœur de la création du produit et du site. C'est dans l'ADN de ce projet. On a l'engagement pour le territoire et la filière agricole, la création d'un produit d'exception, l'implication de partenaires locaux, réhabilitation également d'une ferme vitrine d'une marque Galade, la transmission pour les générations futures. Stéphane Cardaudet est de nature discrète, mais il se livre sur son parcours, ses idées, ses réussites et échecs, ses choix, ses engagements avec franchise. Un parcours d'entrepreneur comme on les aime chez Vesper. Belle écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, la Mine d'Or. Ce lieu où nous sommes, est-ce que c'est un petit peu l'aboutissement d'une belle carrière dans le monde de la brasserie? Dans le monde des boissons. L'aboutissement, je ne sais pas. Assurément, c'est la deuxième partie de ma vie. Je ne sais pas si ça sera la dernière. Assurément, je ne pense pas que ce sera le dernier projet. Mais celui-ci m'occupe beaucoup et je sais ce pourquoi je le fais. Alors, vous l'avez imaginé de A à Z. Ce lieu, on vient de le visiter un peu, j'ai eu cette chance-là, des anciens bâtiments. C'est comme un acte de transmission aux générations futures, au territoire, au patrimoine. D'abord, c'est faire quelque chose que j'aime. Parce que ça fait un peu plus de 25 ans que finalement je ne sais faire qu'une seule chose, c'est mettre un liquide dans une bouteille. De façon même un petit peu plus précise, ça fait 25 ans que je ne sais faire qu'une seule chose, c'est rendre les gens gros et alcooliques. Parce qu'à travers mes boissons sucrées et alcoolisées, mais je crois que j'ai toujours eu une certaine appétence et une passion pour l'univers du whisky. Ça fait 15-20 ans que je voulais le faire, mais mes occupations faisaient que je ne prenais pas le temps nécessaire. Et pour faire du whisky, il faut prendre du temps. Et donc là, j'ai eu l'opportunité, j'ai décidé de me lancer. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça occupe tout mon temps et tous mes projets parce que j'ai décidé d'y consacrer toute mon énergie. Vous êtes né dans une cuve ? Écoutez, non, c'est pas ce qu'on m'a dit toujours. Par contre, j'ai une vraie histoire avec la brasserie parce que aujourd'hui... mais même tout début de carrière, parce que si on peut revenir un tout petit peu sur votre parcours, les études, et puis tout de suite, vous êtes parti dans l'univers de la boisson. Bah oui, parce qu'en fait, à la sortie de l'école de commerce, j'avais... je suis à une époque où on avait encore le service militaire à faire, donc je devais répondre à ces obligations, ce que j'ai fait. Pas très loin de chez moi, à l'origine, à Brest. Et vous êtes finistérien. Voilà, c'est ça, de Morlaix. Exactement. Et donc, à la sortie de l'école, j'avais 2 offres d'emploi. Une dans le groupe L'Oréal, pour vendre des antirides, mais je trouvais que j'étais un petit peu jeune. Et l'autre qui était dans le groupe Bacardi Martini, donc un alcoolier. Et c'est vrai, quand on a un peu plus de 20 ans, je pense qu'on est un peu plus motivé par ce côté festif. Donc j'ai commencé... Quand on est breton, a priori, on n'est pas contre. Donc j'ai commencé, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de whisky, mais j'ai commencé finalement ma carrière dans l'univers des whiskies. Avant de effectivement basculer dans la bière, en rencontrant une personne exceptionnelle qui était Bernard Lancelot, que j'ai rejoint et dont j'ai racheté son entreprise à un moment. Quel rôle joue votre famille, votre environnement familial pour la passion de la brasserie peut-être, mais le sens de l'innovation ou le commerce ou l'entrepreneuriat ? Vous arrivez d'un environnement, on vous parlait business, on vous parlait développement produit. Non. C'est quoi votre environnement familial ? Non, mon père était dans le négoce, dans le bâtiment, donc il avait une fonction effectivement de commerçant, mais on en parlait très peu. Alors, par contre, j'ai toujours vu un père qui partait tôt au travail, qui rentrait tard, qui avait ses joies et ses peines au travail, mais qui était vraiment un travailleur.
Et ma mère avait fait le choix de rester à la maison pour nous élever, moi et mes sœurs. Et donc, c'est peut-être ça qui a donné aussi un équilibre. Mais non, on m'a jamais forcé. J'avais même un profil plutôt scientifique. Mais certaines, encore une fois, peut-être une appétence pour le commerce, mais peut-être plus pour la création de produits, peut-être le côté plus c'est ce qu'on sent, parce qu'en fait, ouais. votre vision, elle vient de votre capacité à innover. Du coup, dans tout le parcours, il y a quand même ce fer de lance d'être capable de comprendre les marchés, détecter les produits et de créer des produits. Oui, alors comprendre les marchés, des fois, je les ai peut-être compris après m'être lancé dedans, parce que je n'ai pas cette étape un peu exploratrice avant. Je suis convaincu par des choses, j'ai réussi des choses, j'en ai loupé aussi quelques-unes. On retient souvent les succès, mais oui, on apprend des échecs voilà. aussi. Mais je pense, sans prétention, je pense effectivement, enfin c'est ce que ceux qui me connaissent dans l'univers le disent, avoir une capacité à peut-être à non pas anticiper, mais à imaginer le marché et peut-être comment il peut évoluer demain. Voilà. En tout cas, déjà, la façon dont vous en parlez, on sent juste une passion portée sur le marché. Là, quand on a fait le tour, votre appétence à comprendre le produit et à savoir de quoi vous parlez, c'est aussi ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous glissez comme un fil fluide. Oui, parce que déjà, le whisky, c'est un projet sur du long terme. En général, c'est intergénérationnel. Alors, on a fait une petite visite au pas de course. En général, ce type d'établissement que vous avez pu visiter et qui est ouvert à tous, c'est soit vous appartenez à un grand groupe et il développe un micro-marché, une niche, un produit, soit vous êtes la 4e, 5e génération. Bon, moi, je suis la première génération, et je suis indépendant, mais c'est parce que j'ai eu une autre vie avant. Oui, c'est ça. Mais je l'ai pensé, et avec mon épouse qui m'accompagne, on l'imagine pour la transmettre. Et idéalement, je ne sais pas si ça se passera, mais transmettre à mes enfants. Et si on transmet quelque chose à ses enfants, on a envie de leur transmettre le plus beau des projets. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Ça, c'est cette vocation. Cette première vie ou autre vie dont vous parlez, c'est des beaux passages dans des belles boîtes, on vient de le dire, et puis un jour une rencontre. Un lieu. Est-ce que c'est cette rencontre avec Bernard Lancelot ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est quand même ce qui va vous inscrire dans l'histoire, vous faire grandir aussi en tant que chef d'entreprise, de développeur. Comment ça s'est passé ? En fait, c'est le hasard. Moi, je suis originaire de Morlaix, dans le Finistère Nord, et début des années 90, alors aujourd'hui, on voit, les jeunes consommateurs voient ce nombre de marques de bière qui est impressionnante, il y a plein de bières partout. Mais moi, en 90, il faut se rappeler que la bière, c'est Kronenbourg, Canterbro et Heineken pour les grands soirs. Et là, il y a une brasserie à Morlaix qui s'appelle la brasserie Coref, qui s'est créée en 1985. Et naturellement, en tant que Morlaisien, je me rapproche d'eux pour faire un stage. Ça ne peut pas se faire, mais le hasard fait qu'ils m'informent, parce que là encore, je vais faire le vieux combattant, mais en 90, il n'y a pas Internet, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, donc pour avoir des adresses, ce n'est pas simple. On tape aux portes. Voilà, ils m'informent qu'il y a une toute petite brasserie au cœur du Morbihan, sur la commune de Saint-Sauvent-sur-Ouse, qui s'est créée, qui s'appelle la brasserie Lancelot. Et là, je rencontre une personne qui s'appelle Bernard Lancelot, qui est tout sauf un chef d'entreprise. Ah. C'est un ancien technicien de l'industrie du nucléaire. Par contre, c'est quelqu'un de très cultivé, humainement très, 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 très bon, et puis qui, ne le sait pas, mais est un marketeur né. D'accord. Il a ce petit talent. Ouais, il a quelque chose que beaucoup n'ont pas et n'auront même jamais. Bien sûr. Et je le rencontre, et de là naît une amitié. Il y a un écart d'âge, mais je deviens presque son fils spirituel. Quoi. Et il joue un peu le rôle de mentor sur cet aspect-là pour vous ? C'est qu'on se rencontre, et puis voilà, il a créé sa petite structure. Moi, après, je pars dans un grand groupe alcoolier. Je vais ensuite dans une brasserie qui est ni plus ni moins que le numéro 1 mondial de la bière, qui est une brasserie belge. Et je me retrouve, à quelques années après, à retrouver Bernard Lancelot. Et il me dit tout simplement, c'est quelqu'un comme toi que j'aurais besoin en ce moment, mais j'ai pas les moyens. Et en fait, entre nous, ça n'a jamais été une question de moyens, parce qu'effectivement, les moyens qu'il me proposait, c'était pas le confort. Parce que vous aviez aujourd'hui. Non, c'était pas le confort d'un grand groupe que j'avais à l'époque, mais j'ai senti qu'il y avait un projet, et j'ai surtout aussi eu la chance d'avoir mon épouse qui m'a accompagné à ce moment-là. Et voilà, on était jeunes, on avait peut-être plein d'envies, plein de besoins, mais on les a mis de côté pour
faire le pari de démarrer quelque chose avec, au cœur du Morbihan. C'est ce que j'ai fait. Et donc en 99, j'ai racheté la brasserie Lancelot. Ok. Voilà. Quand vous avez quitté votre groupe avant de rejoindre la brasserie, vous étiez sur quel type de fonction ? Alors j'ai une fonction normale. Au début, j'ai commencé avec une fonction de responsable de secteur, une Chef de fonction secteur, ouais, commerciale. Après, j'ai un poste de compte clé. Alors compte clé, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est le côté négociateur avec les centrales. Et ensuite, j'ai été chef de produit marketing. D'accord, ok. Voilà. Donc là, j'avais fait le tour. Ouais, voilà, bien le glissement et du coup, une bonne connaissance et du marché et des réseaux de distribution et de l'innovation du développement produit. Voilà, et vous puis, étiez prêt ? J'étais prêt. J'avais eu la bonne formation et j'avais les bonnes clés. Après, passer d'un grand groupe à une toute petite entreprise locale, c'est différent parce que là, on fait tous les métiers, des métiers que je ne maîtrisais pas et je ne connaissais pas, c'est-à-dire la production. Oui, mais ça, c'est bien d'apprendre pour savoir comment développer. Et puis, c'est le cœur. Et c'est ce qui fait que vous allez pérenniser ou pas votre société. Et puis, c'est peut-être ce qui fait qu'un jour, il y a Brascola qui sort. C'est une invention magique en 2002. Alors moi je dis invention, hein. Vous l'avez dit non, pas une invention. La bonne idée. C'est pas une invention parce qu'il y a des gens qui sont primés pour leur pour recherche en médecine ou ailleurs, mais là c'est juste une vulgaire limonade aromatisée. Faut arrêter de. Mais c'est juste la vraie réussite, c'est une prise de courage. Ouais. C'est en fait se dire aujourd'hui on est sur un marché où il y a que deux opérateurs. Ouais. Un bleu et un rouge, pour ne pas les citer. Bien sûr. Et si on veut vraiment les citer, pour ceux qui n'arrivent pas à savoir, Coca et Pepsi. L'idée, c'était surtout d'imaginer qu'on pouvait non pas se mettre en opposition, parce que l'idée n'était pas là, mais d'offrir une alternative, un choix différent aux consommateurs. Donc c'est peut-être le côté un peu fou. Moi, je me rappelle surtout qu'il y a quand même 23 ans, parce qu'on l'a créé en 2001, on l'a lancé en 2002. À l'époque, personne n'y croyait. D'accord. Vous êtes des fous, personne voudra. C'est pas possible. D'une autre. Alors c'est pas possible de contre-typer. Vous allez vous faire C'est allumer. pas contre-typer. C'est pas possible de se mettre en opposition à Coca. Ah, ok. Et puis rappelez-vous, il y a la recette, elle est unique, etc. Et la vraie réussite a été justement de faire une recette unique et spécifique. Ok. Ne pas faire un MeToo, parce que si on avait copié, on n'existerait plus. Enfin, je dis toujours. Vous voyez, je dis toujours. La marque n'existerait plus. Ouais. Voilà. D'accord. C'était aussi pour porter des valeurs bretonnes qui sont importantes peut-être et pour vous et pour la brasserie Lancelot à l'époque. C'était surtout qu'à l'époque je devais reprendre, donc j'intègre la brasserie Lancelot fin 99 et je dois la racheter. D'accord, c'était déjà le problème. Mais c'était le deal que j'avais fait avec Bernard Lancelot. Mais donc chaque jour que je passais dans l'entreprise, chaque jour que je donnais de mon énergie et je la développais, chaque jour elle prenait de la valeur. Ouais. Et j'avais pas de moyens, j'avais pas dans la famille de moyens financiers, j'avais pas, j'avais 26 ans, hein, j'étais jeune avec mon épouse, et puis il fallait que je finance. Et si aujourd'hui plus simple avec les banques, ça l'était pas à ce moment-là, parce que j'étais un jeune chef d'entreprise, même pas un porteur de projet. Et donc Brascola, ça a été un peu l'idée, se dire est-ce que si ça marche, en fait j'ai créé une entreprise. Far West, c'est ça. Au sein de j'ai créé une entreprise au sein de la brasserie Lancelot qui portait Brascola. Okay. Et en fait, c'est mon employeur m'a donné l'autorisation de créer une entreprise pour financer le rachat de celle qui m'employait. Et en fait, c'est le succès de Brascola, et je le répète, personne n'y croyait, qui a permis ce financement et de racheter mon employeur. Voilà. Brascola m'a permis de racheter la brasserie Lancelot. Bon, c'est une très bonne idée. Et de la développer. Et ce que j'aime bien, moi, le clin d'œil de Far West, le clin d'œil américain, et puis Far West qu'on retrouvait dans la communication. Oui. Franchement, là, alors je ne sais pas quelle stratégie comme vous aviez, marketing, si tout ça était très réfléchi, avec une agence ou fait sur un bout de table un soir après quelques whisky. Mais ça associe au succès aussi. En fait, c'est simple, c'est de se dire, c'était au détour d'une visite d'un établissement qui s'appelait Le Gralin, place Gralin, donc à Nantes, qui était un vieux pub historique dans lequel j'avais mis à l'époque la cervoise Lancelot. Et alors, de façon très, très simple, en allant aux toilettes, je vois une grande affiche sur laquelle était indiqué « Que serait Halloween sans Coca-Cola ?» Et là, ça m'a un petit peu interpellé parce que nous, en fait, on avait créé une bière qui s'appelait la 11-1, brassée le premier jour du 11e mois, donc brassée la nuit du 31 octobre au 1er novembre, qui est la nuit de Samin. D'accord. Et Samin, c'est l'origine, c'est une fête, c'est le Nouvel An celte, qui a été christianisé par la Toussaint et américanisé par
par les Américains avec Halloween. Et là, je me suis dit que c'est quand même dingue parce qu'on a une fête historique de tradition celte. Et là, ils arrivent à se l'accaparer. Et en fait, quand on y pensait, qu'est-ce qui, pour moi, dans l'univers, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, qu'est-ce qui représentait la puissance américaine ? McDo et Coca. Bon, j'avais pas prévu de faire des hamburgers. Et en fait, on arrivait à un moment donné aussi où il y avait une certaine un marché de l'alcool qui était un petit peu compliqué. C'est le début des années 2000. Il y a une prise de conscience qu'il faut, il faut arrêter de conduire et boire en même temps. Et puis on commence à avoir toute cette publicité, toutes ces annotations aussi. Consommer de l'alcool, manger mieux. Enfin, ça, en tant que marketeuse, c'était des vraies questions. Ça commençait, effectivement, c'est le début d'une prise de conscience. Et donc, on s'est dit, on va peut-être essayer de produire créer un produit qui est fortement consommé dans le bar, parce qu'on rentre dans un bar, le premier produit, c'est la bière. Après, c'est le café ou le cola. Et donc, j'ai dit, on va essayer de créer une alternative, parce que quand vous rentriez à l'époque dans un bistrot, je vous mets au défi de me trouver un bistrot qui faisait et Coca et Pepsi. Pas un seul. C'était l'un ou l'autre. Donc, on est arrivé de façon très naïve en disant, au-delà d'imposer, on va proposer une alternative. Et donc, on va créer Brace Cola, le cola du Far West, donc, mais P-H-A-R-E, donc point cardinal. Voilà, c'était un peu le jeu de mots pour ramener, parce que tout le monde pensait que le cola, c'était américain. Et moi, je disais souvent, le cola, il n'est pas plus américain que breton, parce que la noix de cola ne pousse pas plus au Roque-Saint-André qu'à Atlanta. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est un coup de com' royal. Qui a été créé en interne, parce que ce n'est pas une agence qui l'a créé. On est parti avec pas grand-chose. On a créé une société, parce que l'idée, c'était, si ça fonctionnait... Et alors, comment on rentre en GMS avec ça ? On va voir Leclerc en local, les indépendants, la Trinitaine qui vendent du produit breton. Comment ça se passe pour être diffusé, tout simplement ? Au début, personne n'y croit. Après, effectivement, on lance le produit. Et puis, il y a un engouement un peu médiatique. Donc, il y a la presse qui commence à en parler. On fait deux ou trois événements. Non, même pas. Je me rappelle à l'époque, c'est Laurent Ruquier 2-3 fois en direct qui en parle. Carl Zéro, on passe 3 fois dans son émission sur Canal. Et à l'époque, c'est énorme. Voilà. C'est des coups de buzz qui sont énormes. Ça fait un petit côté buzz. Et puis derrière, ça déroule. Et puis naturellement, la grande distribution est intéressée. Le premier à avoir été intéressé, c'est Michel Penn, le patron des achats des Leclerc en Bretagne, qui était en Ernaud. Alors, parce que vous aviez quand même vos réseaux de distribution de toutes les gammes qui existaient, ça c'est clair. Franchement. Après, il me disait que c'était le côté sympathie. Après, je pense qu'on se connaît bien, on en a parlé. Il voyait là potentiellement le moyen de titiller un petit peu un géant qui n'arrivait pas à manœuvrer lui. Et même dans ses négos, de dire attends. Donc ça a été ça. Mais on a fait notre on a créé notre chemin. Je me suis jamais occupé, mais dans toutes les affaires que j'ai menées, je me suis jamais occupé des concurrents. C'est pas que je les snob, c'est pas que je les respecte pas. Mais le temps que vous passez à regarder ce qu'ils font, vous avancez plus. Voilà. Donc, je trace mon chemin. Des fois, en prenant des chemins peut-être un peu plus longs qu'ils auraient dû être. Mais c'est ma façon d'être. J'ai un objectif. Je me mets mes moyens, mes envies, mais je ne regarde pas ce que font les autres. Le Brace Cola, j'ai vu une bouteille verte à base de stevia. Ça a marché, ça ? Non, ça n'a pas marché. Bon. Non, ça n'a pas marché, mais c'est une vraie satisfaction, parce que la stevia, donc c'est un sucre, c'est un édulcorant naturel. Donc, on a été les premiers. J'ai été le premier à sortir un cola à la stevia. J'étais le premier en France à sortir une boisson à la stevia. Et j'ai cassé les codes marketing, justement, des codes couleurs. J'ai mis une étiquette verte. Et je dois... J'ai l'impression que c'est du bio, d'ailleurs. Oui, alors on peut imaginer. Oui. Alors moi, j'étais plus sur l'univers végétal de la plante. Mais la satisfaction, c'est de se dire que plusieurs années après, est arrivé sur le marché Coca Life, qui n'existe plus non plus, qui était une bouteille verte. Et donc, on peut imaginer que ils ont été titillés par le Challenger. Voilà, c'est nous qui avons un petit peu inspiré peut-être les services marketing qui sont nombreux, je pense, chez Coca. J'imagine. Bon, on va pas parler de Brace Cola encore bien longtemps. Mais quand vous avez vendu, au moment où vous avez vendu, ça représentait quoi en part de marché par rapport à un Pepsi, à un Coca ? Au moins dans l'Ouest. Dans l'Ouest, on peut le dire, Pepsi n'a jamais dépassé les 5%. Ouais. Et nous, on était entre 35 et 40% de part de marché. Donc ça, on voit quand même là ce que vous important, avez pris. Très, très énorme. important. Ouais.
Ouais. Énorme. Et en France ? En France, Parce que vous avez réussi à être un petit peu distribué ailleurs ou pas ? en fait, l'objectif n'était pas là parce que le point de départ, c'était ne pas imposer pour proposer. Donc, je voulais pas imposer non plus mon concept. Par contre, j'ai porté d'autres projets. Alors, pour ceux qui ont été en Corse, passer quelques vacances, ils ont pu voir du Corsica Cola. Ouais. Mais du coup, c'était dans la Corsica Cola, la marque m'appartenait. D'accord. Et donc, j'avais mené un partenariat d'embouteillage avec Dominique Cialelli, le patron de la brasserie Pietra. D'accord. J'ai fait la même chose au Pays Basque, on a fait dans le nord de la France, etc. Donc, en fait, j'ai régionalisé le concept. Ok. Ouais. Et qui fonctionne encore toujours là-bas ou moins fortement ? Moins, parce qu'en fait, évidemment, il y avait eu moins l'effet de surprise. Donc, je dirais, les autres s'étaient un petit peu préparés à l'arrivée. Et puis après, ils n'avaient peut-être pas non plus la même philosophie que j'avais. Oui, et puis je pense le coup de com' du Far West quand même, qui était aussi un relais énorme. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était mon terrain de jeu. Ouais, c'est clair. Bon, et un jour, il y a la vente. Pourquoi vous décidez de vendre ? C'est quoi ? C'est parce que déjà, vous avez dû être sollicité pendant des années. J'imagine qu'on vous a fait des belles offres. Il y a une façon de gagner de l'argent, de faire d'autres projets, peut-être un ras-le-bol ? L'objectif n'était pas de gagner de l'argent parce que mes entreprises fonctionnaient très bien. Et elles fonctionnent d'ailleurs toujours très bien. Par contre, on est en 2020, il y a le Covid, et je pense que beaucoup se sont posé des questions, et moi j'en avais une. Alors effectivement, j'étais sollicité depuis de nombreuses années, et on me disait, voilà, j'avais beaucoup des banques d'affaires qui venaient, etc., etc. On a quelqu'un, je fermais tous les portes parce que ça m'intéressait pas. Oui, mais même pas j'allais même pas jusque là parce que ça m'intéressait pas. J'étais pas vendeur, donc je demandais même pas à avoir une offre. Par contre, le moment du Covid, cette première période du confinement, on s'est tous un peu posé, je pense, des questions. On a tous un peu, au moins à un moment donné, changé notre façon de vivre. Et moi, en fait, j'ai eu une prise de conscience qui était de se dire que ce que j'aimais, c'était remplir les bouteilles. Et que depuis un moment, je passais plus de temps à les compter qu'à les remplir. Alors, les compter, c'est bon signe, c'est-à-dire que ça marche bien, etc. Mais se lever le matin en disant combien de milliers de bouteilles ou centaines de milliers de bouteilles je vais faire de plus aujourd'hui, c'est pas ce qui m'animait. Vous étiez moins dans le faire, du cœur de métier. Et surtout, en 2016, j'avais déjà créé la distillerie de la Mine d'Or. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, il y avait déjà ça qui était monté en parallèle. J'avais créé ça et j'avais commencé à distiller en janvier 2017. Et pour avoir l'appellation whisky, il faut à minima 3 ans de vieillissement sous bois. Donc forcément, ça s'anticipe. Alors 17 plus 3, ça fait 20. Et le hasard a fait qu'on aurait surtout dû commencer à commercialiser notre whisky Galahad en mars 2020. Bon, les livres d'histoire retiendront qu'il s'est passé autre chose en mars 2020 qu'un lancement avorté d'une marque de whisky. Mais moi, ça m'a fait prendre conscience. Et de facto, là j'ai accepté. D'accord. J'ai accepté de rencontrer des gens. Et il faut savoir que 2020, c'est paradoxal, mais c'est l'année record dans l'activité de la brasserie Brescola. Pourquoi ? Parce que on a développé de façon très importante en grande distribution. Il y a eu une fermeture de 3 mois des bistrots, mais pendant cette période-là, les bistrots ont pris conscience qu'il fallait faire du local. Donc à l'ouverture, on a eu énormément de clients. Et 2020, 2021... sont les années records voilà, c'est assez paradoxal. Ouais, c'est assez paradoxal. Et moi, j'ai décidé de partir là-dessus, de tout vendre. Oui, c'est ça, vous n'avez rien gardé ? La distillerie. D'accord. Qui n'était pas encore identifiée. Oui. Et en fait, j'ai décidé de passer le reste de ma vie, ma deuxième partie de vie, dans la distillerie. Sur ce projet intergénérationnel où, je l'espère, je pourrai transmettre dans Et là, vous avez vendu à des Normands ? Je crois, j'ai vendu à la première coopérative française qui s'appelle Agrial. Donc c'est quand même une façon de garder les choses dans un cœur entre les mains d'agriculteurs. Enfin, je veux dire, on est dans un mode coopératif. J'avais différentes offres, j'avais beaucoup d'offres. J'avais des grands groupes industriels dans le domaine d'activité dans lequel j'étais. J'avais des fonds d'investissement et j'avais une coopérative. Et j'ai choisi la coopérative parce que j'avais le sentiment que c'était celle qui assurait, qui me donnait le plus de garantie sur la pérennité des emplois de mes salariés que j'avais amenés moi dans l'aventure. Le savoir-faire humain. Pour certains, parce que certains m'ont rejoint. Vous en suivi, on en parlait. Mais le savoir-faire humain, c'était important. Ça allait être ma question. Dans une vente comme ça, la transmission, c'est pas juste un chèque, c'est la transmission du savoir-faire, des réseaux de distribution, des équipes. Vous êtes resté un peu en période de transition ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. Il n'y a pas eu besoin ? Non, en fait, c'est pas besoin. C'est que vous pouvez pas avoir été le créateur, le patron et vous pouvez pas rester trop longtemps. Alors, je sais bien, quand il y a des rachats, les gens veulent qu'on reste, mais ils prennent des décisions, ils prennent des orientations qui sont légitimes parce que ce sont les leurs et c'est leur entreprise.
mais c'était pour moi compliqué et c'était aussi compliqué pour les salariés parce que je sois toujours là, j'étais leur patron historique, je les avais tous recrutés. Je les avais amenés sur un chemin qui était bon ou pas bon, mais ils étaient avec moi sur ce chemin-là. Donc, à chaque fois qu'il y avait une petite interrogation, ils avaient cette facilité de venir me voir et me dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses, tu aurais fait comment ? Et en fait, je ne pouvais pas répondre à ça parce que je ne pouvais plus répondre à ça. Donc, et puis, j'avais ce projet ici, à quelques kilomètres, qui allait me prendre beaucoup d'énergie pour le mener sur un temps très court. Et vous ne vous en étiez pas caché de ce projet, j'imagine, pas du tout. Toutes les équipes donc, qui portaient aussi peut-être avec joie finalement votre nouveau projet. Ils avaient vu, de toute façon, que lorsque j'ai créé la distillerie, les 6 premiers mois où on a commencé à distiller, ils ne me trouvaient plus dans mon bureau. J'avais installé mon bureau dans la salle où j'avais mis l'alambic. Donc pendant 6 mois, j'étais au pied de l'alambic et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Donc ils savaient que j'étais là. J'ai eu des rendez-vous fournisseurs dans cette pièce-là. Donc ils savaient que j'avais ce projet-là. Après, c'était un projet qui finalement est parti beaucoup plus vite, dans lequel j'ai mis beaucoup plus de moyens à partir du moment où j'ai décidé d'y consacrer tout mon temps. Vous étiez libre pleinement d'y passer tout votre temps. Tout mon temps. Ok. Vous regardez toujours les performances de Brescola ou pas aujourd'hui ? Au début, naturellement, on le regarde et c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile parce que, à tort ou à raison, hein, on se dit j'aurais pas fait ça comme ça ou j'aurais fait ça comme ça. Et à un moment donné, il faut vraiment passer, il faut tourner la page parce que sinon on peut, voilà, non pas être malheureux, mais il faut pas avoir de regrets. Moi, j'ai vendu une belle entreprise avec des beaux salariés, bons et performants. Et aujourd'hui, je ne suis pas responsable de la politique qui est menée et je ne veux surtout pas m'initier. Mais je suis, à vie, je boirai de la Duchesse Anne et je ne boirai pas autre chose. Voilà. C'est plus la mienne, mais je ne peux pas boire autre chose. Et vos enfants ont bu ou boivent du Brescola Alors, paradoxalement, ils n'en buvaient pas beaucoup. Ils n'en buvaient pas beaucoup. C'est peut-être pas un mal. Non, ils n'en buvaient pas beaucoup. Mais bon, puis ils sont à un âge où ils étaient plus attirés par la bière, je pense, que sur le cola. C'est ce que j'allais dire. Et puis maintenant, ils peuvent goûter et faire des dégustations d'autres produits. Parce que là, effectivement, on est donc dans la distillerie. Nouveau projet, qui vous porte déjà depuis des années, mais une autre dimension. Là, c'est un projet familial. C'est un projet presque, moi je vois artisanal. On voit des sublimes outils, machines, on voit de la technicité, de la précision, mais on sent que c'est fait avec le cœur localement, maîtrise de la filière. Voilà, c'est une toute autre façon de vivre l'entrepreneuriat avec les tripes. Oui, c'est fait avec passion parce que c'est un produit déjà passionnant. Le whisky, les gens ne le savent pas, mais c'est un produit très important en France. On est les premiers. La France est le premier pays consommateur au monde de single malt. Ouais. Voilà. C'est bizarre, mais si on doit mettre quelques chiffres, on consomme 200 millions de litres de whisky par an et on en produit sur le territoire national moins de 1%. À titre de comparaison, on produit 300 millions de litres de cognac qu'on exporte à 98%. Ici, effectivement, c'est un projet intergénérationnel parce qu'on est déjà en train... Alors moi, mes whiskies, ils ont à l'effet Covid. Finalement, je n'ai pas sorti en 2020, donc j'ai sorti mon premier whisky en 2022. Le temps aussi de faire les travaux, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et le whisky, on est déjà en train de le préparer et on prépare des whiskies qui seront à maturité à horizon 10, 12, 15, 20 ans d'âge. J'ai un rêve, plus qu'un objectif, parce qu'un objectif, il suffit de mettre des moyens. Alors, c'est pas pour ça qu'on les réalise, mais j'ai un rêve qui serait de transmettre mon outil et cette marque et cette distillerie à mes 2 fils. Je ne sais pas s'ils viendront. S'ils viennent, je serai le plus heureux du monde. S'ils ne viennent pas, le temps où j'aurais cru ou espéré qu'ils me rejoignent, qu'ils nous rejoignent avec leur mère, j'aurais été heureux. Oui, voilà, ça vous a et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Okay. Maintenant, c'est vrai que c'est un projet passionnant sur lequel il faut prendre du temps et sur lequel il faut faire les bons choix. Et j'ai décidé, dès aujourd'hui, d'essayer de faire l'outil le plus performant. Alors, dans une époque où on est très RSE, et c'est logique, et il ne faut plus juste dire dans RSE, une considération. Il faut vraiment aller au fond du problème. Je m'attache à essayer de faire l'outil le plus performant, à essayer d'avoir une belle marque avec des beaux produits pour transmettre un outil qui sera non pas le plus facile à diriger, parce que ça ne sera pas simple, mais voilà, c'est un outil qui lorsqu'il sera transmis à mes enfants ou à d'autres, sera performant et prêt à traverser les générations. On est au cœur de la Bretagne, on est à Pleuhermel, pas loin de la forêt de Brocéliande. Ça, c'est un univers dans lequel vous surfez comme un poisson dans l'eau presque, j'ai l'impression. Ça vous parle, ça vous plaît,
ça colle au code et au positionnement de la marque. Oui, alors la marque, en fait, c'était Galade. Pour moi, c'était une évidence parce que j'avais toujours la brasserie Lancelot. Et puis, de façon très simple, un whisky, c'est une bière qu'on distille. Alors, c'est pas la bière de consommation que vous avez l'habitude de consommer, mais c'est les mêmes matières premières. Enfin, c'est les mêmes premières étapes de fabrication. Même ADN, en fait. Voilà. Et donc, une bière pour faire du whisky, de Lancelot à Galade, parce que Galade, c'est un des chevaliers de la table ronde, celui qui aurait mené à bien la quête du Graal. Et dans l'imaginaire arthurien, c'était le fils de Lancelot. Et c'est aussi l'envie que j'ai de transmettre de père en fils. Ouais. Alors, on est au cœur de la forêt de Brocéliande, on est à Pleurmel. C'est un projet qui aurait pu se passer ailleurs. Ouais, c'est un projet qui aurait pu se dérouler sur Vannes. Oui, parce que vous êtes basé sur Vannes au quotidien. Vannes, ça fait 25 ans que je fais la route. Mais j'ai trouvé à Pleurmel un écho beaucoup plus favorable et des oreilles plus attentives peut-être. On vous a ouvert les bras à mon projet et surtout des élus qui, eux, avaient pris conscience qu'il y avait une vraie opportunité parce que c'est un whisky. Et des projets de distillerie, il n'y en aura pas des milliers. Et un whisky est toujours attaché aussi à un lieu. Et donc, de facto, Pleurmel et les élus, et Patrick Lodifon, le maire de Pleurmel, ils m'ont donné tout ce qu'il fallait pour que je puisse m'épanouir et faire en sorte que Galade s'inscrive aussi dans le temps. Et Galade, aujourd'hui, c'est le whisky de Pleurmel, mais c'est surtout le whisky du pays de Brocéliande. Ça fait rayonner le pays de Brocéliande. Et Brocéliande, en soi, il faut se dire, finalement, je pense que je suis mieux ici, finalement, parce que je suis effectivement dans un environnement, dans un univers de construction de marque aussi qui est intéressante, parce que Brocéliande, n'en déplaise à Vannes, mais Brocéliande est certainement beaucoup plus connue dans le monde que Vannes. Ça, c'est fort probable. C'est fort probable. D'autant que vous avez mené des travaux d'envergure ici. C'est plutôt 3 vieilles bâtisses agricoles, des fermes. Une ancienne ferme. Une ancienne ferme, hyper bien située, parce que là, pour tous les axes sont quand même bien pratiques sur Pleurmel. Mais vous avez rénové ça avec goût, avec finesse, pour autant faire un lieu de réception, de vie, qu'un lieu de production et vos bureaux. C'est quel type d'investissement, ça ? On parle de combien de millions ? Là, on est sur une enveloppe de 10 millions d'euros. Mais parce qu'on porte aussi le stock. Et il faut savoir que quand on produit du whisky, vous imaginez, on a commencé à distiller en 2017, en janvier 2017, et on a commercialisé nos premières bouteilles en juillet 2022. Il faut avoir les reins solides quand même. Oui, je pense que... Non, c'est aussi ça, voilà. Il faut être clair. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est des projets où vous êtes de la 4e, 5e génération, ou alors vous appartenez à un groupe. Ou alors, comme moi, vous avez eu une autre vie avant, et vous avez décidé d'investir une partie ou une bonne partie de votre vie d'avant dans le projet de demain. Voilà. On ne fait pas ça par hasard du tout. Non. C'est plus simple de laisser son argent à la banque. C'est toujours plus dur d'être entrepreneur ou porteur de projet. Parce que moi, je me définis plus comme un porteur de projet qu'un entrepreneur. Mais effectivement, le site ici est assez magique parce que c'est une ancienne ferme qui à l'origine était seule au milieu de nulle part. Les voies de communication ont fait que la ville s'est rapprochée de la ferme et on est aujourd'hui à un carrefour de l'arrivée sur Bretagne Sud, parce que quand on arrive de Paris ou de Rennes, on est obligé de passer devant la distillerie. C'est l'accès obligatoire sur Vannes, Lorient ou Quimper. 50 000 voitures passent devant tous les jours. C'est aussi pour ça qu'on a conçu cette distillerie dans cet esprit d'accueillir et de recevoir du monde. De pouvoir faire découvrir. Voilà, donc on a réussi effectivement en un temps record, et ça c'est avec mes partenaires aussi depuis plus de 20 ans, les entreprises qui m'accompagnent dans mes projets, que ce soit des entreprises de construction, du bâtiment, Clairement, ça c'est votre signature. Vous travaillez avec le local. Vous travaillez avec les acteurs du coin, que ce soit effectivement des partenaires pour du bâtiment. Vos emballages, on en parlait tout à l'heure, carton, c'est fait pas très loin de Vannes, du côté de Musillac. C'est ça. Les artistes locaux, les imprimeurs locaux, votre propre ferme. Il y a ce sens quand même donné à l'action locale aujourd'hui. C'est fort et c'est ancré. On parle de commerce équitable, mais pour moi le commerce équitable il commence par s'occuper de ceux qui sont à côté de chez soi. Donc effectivement, quand on a des artisans qui savent bien travailler, on les embauche, ils connaissent mon degré d'exigence, je connais leur degré de réalisation et de qualité de réalisation, et c'est ce qui fait qu'on a démarré les travaux sur le site ici le 8 juillet 2021 et on a inauguré le 1er juillet 2022. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, 51 semaines, on a métamorphosé les 3 bâtiments, à qui on a redonné une fonction, une boutique pour un des bâtiments,
un autre bâtiment qui accueille aujourd'hui nos bureaux et des salles de réception, de séminaires, des Ouvertes. salles de réunion où qu'on ouvre et qu'on loue à des entreprises ou des associations. Et puis un bâtiment qui accueille les salles des alambics. Et on a construit 5 nouveaux bâtiments. Le bâtiment qui accueille la salle de brassage, plus les 3 bâtiments qui sont nos chais de vieillissement. Et tout ça en moins d'1 an. Donc ça, c'était la prouesse technique. Mais la prouesse, c'était surtout de commencer à produire le plus rapidement possible. Et dès le mois de janvier 2022, on produisait ici sur le site, alors qu'on était toujours en travaux. Parce qu'il fallait qu'on n'ait pas d'arrêt dans notre compte d'âge. Parce que le whisky, c'est un compte d'âge. Donc depuis cette date-là, on brasse et on distille 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ce qui fait de nous, aujourd'hui, une des distilleries françaises, il y a 70 distilleries en France, une des distilleries françaises les plus productrices en whisky. D'accord. Je produis l'équivalent de près de 400 000 bouteilles de whisky par an, mais j'en mets sur le marché que 15%. Ok, parce que le reste, je veux faire des comptes d'âge, les faire vieillir, et de façon très synthétique, sans mettre de la pression à mes enfants, je remplis les chais, ils se démerderont à les vider. Voilà. Ils vont faire venir des potes, mais bon, va falloir être faudra nombreux. Beaucoup quand même. C'est quoi vos réseaux de distribution aujourd'hui ? On est plutôt sur les caves, les restaurateurs ? Réseau caviste, épicerie fine et surtout une sélection du CHR qui est dans mon ADN. Donc effectivement, je rappelle CHR, consommation hors foyer. Hors foyer. Donc le bar, le restaurant, les événements, etc. Donc c'est ça notre schéma. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de maîtriser notre production locale. D'accord. Voilà. Donc vous parliez tout à l'heure effectivement de proximité. J'ai investi dans une exploitation agricole, donc j'ai racheté une ferme et on produit. Donc là, 2024 va être l'année de départ. On va être totalement autonome dans la production de nos matières premières. Notre orge de distillation, notre orge pour faire notre bière, proviendra de notre exploitation qui est dans nos terres sont dans un rayon de moins de 10 km autour de la distillerie. Combien de personnes aujourd'hui travaillent sur la partie commerciale pour vendre vos produits c'est vos réseaux que vous maîtrisez bien depuis toujours ou il y a une équipe sur la route ? C'est un réseau historique, donc effectivement, mes distributeurs sont, pour beaucoup, ils ont vieilli comme moi. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on a cette proximité et puis cette fidélité qu'on a aussi là encore. Cette confiance. Cette confiance, cette fidélité, cet accompagnement. C'est-à-dire que je vendais des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de bouteilles. Là, on est sur quelque chose de plus confidentiel. Mais mes clients d'hier sont aujourd'hui toujours mes clients d'aujourd'hui. Et ils sont hyper motivés sur ce projet, qui est un projet un peu plus confidentiel. C'est aussi le projet de Stéphane. Il vous accompagne au départ parce que c'est parce projet que c'est de moi cœur. aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi cette historique, effectivement, ça s'appelle l'expérience, et puis le réseau et la reconnaissance de ce qu'on a fait, en bien ou en mal, mais de préférence en bien. Et effectivement, on a une équipe. Alors, pour répondre à votre question sur la partie commerciale, c'est assez simple. On n'a que 2 personnes pour le moment. Mais une personne qui est très importante pour moi parce que c'est Fabrice Evenot, je le cite parce que c'est mon responsable commercial, c'était mon directeur commercial au sein de la brasserie Lancelot et Brescola. Je l'ai eu comme stagiaire il y a 23 ans. C'est beau. Et il a monté toutes les marches de l'escalier avec moi et il m'a accompagné. Mais comme d'autres, parce qu'aujourd'hui on est une petite équipe, on est 10. Ok. Mais sur les 10... j'ai 4 transferts de mon ancienne entreprise, les personnes avec qui j'avais envie de partir. J'ai mon assistante qui est avec moi depuis 24 ans, mon directeur financier, mon responsable de production. Et en fait, c'est les personnes qui sont au cœur du projet et qui participent à ce projet familial. Parce que familial, c'est pas que le sang. Non, c'est la grande famille. C'est aussi la grande famille parce que quand il y a des gens qui vous accompagnent depuis plus de 24 ans, c'est-à-dire qu'ils ont participé à votre réussite. Et les valeurs communes. Voilà, et je les connais par cœur, mais eux aussi me connaissent par cœur, et c'est peut-être plus facile pour eux encore. Mais voilà, il n'y a pas de réussite individuelle sans un travail collectif. Ça, c'est bon. Et eux ont été des pièces maîtresses de ma réussite. Justement, en parlant de valeurs, le sens, on ne parle pas d'entreprise à mission en tant que telle, parce que ça a une vraie connotation. Pour autant, vous vous engagez dans des projets au travers de la mine d'or, au travers de la marque Galade, et notamment, par exemple, tous les ans, accompagné, je crois, de l'initiative de vos fils, justement, à qui vous offrez une barrique tous les ans. C'est chacun son cadeau. À chaque date anniversaire, ils ont une barrique de whisky, oui. Et donc, eux ont eu une idée, une envie, en tout cas, d'aller un petit peu plus loin que juste stocker et de se dire pourquoi on n'en ferait pas un projet qui ait du sens pour nous. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors ça a été
Une vraie reconnaissance, c'était il y a 2 ans, enfin il y a 2 ans au moment de Noël. C'est vrai que par facilité, depuis quelque temps, j'offrais à chacun de mes fils à date anniversaire une barrique de whisky. Et à Noël, il y a un des deux qui m'a dit écoute papa, on a discuté avec mon frère, c'est sympa, tu nous offres du whisky, c'est bien, mais bon, on en a quand même, on commence à en avoir beaucoup. Et à notre tour, on aimerait bien, si tu es OK, offrir une partie ou tout partie de ce que tu nous as offert. Et donc, ça a été une vraie reconnaissance avec leur mère, parce qu'on a été, du coup, à un moment, on était à Noël, on était en famille, on était tous les 4. Et on a créé en fait ce projet. Et donc, on a convenu qu'ils pourraient, tous les ans, sous le contrôle du maître de chai, aller puiser dans la sélection de ce qu'on considère comme nos plus belles barriques, nous, de quoi créer 500 bouteilles. 500 bouteilles numérotées qu'on a appelées Roi de Cœur, une édition très limitée qui, d'une année sur l'autre, sera toujours différente parce qu'ils vont chercher 5 litres par-ci, 10 litres par-là. Et l'intégralité de la vente de ces 500 bouteilles qui sont numérotées avec un certificat d'authenticité, etc., dans un beau flacon, dont l'étiquette est confiée et réalisée par une artiste. Tous les ans, l'artiste change. Cette année, le projet était de financer la plantation de 6000 chênes, notamment en forêt de Brocéliande, sur une partie du massif qui avait brûlé. Qui avait brûlé, pour préparer effectivement le gala du 23e siècle, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on fait vieillir nos whiskies dans des belles barriques, dans les belles barriques de chênes français, et qui sont coupés à maturité quand ils ont entre 180 et 200 ans. Autant dire que c'est pas pour demain. Non, c'est pour ça que je parle du gala du 23e siècle, parce que si tant est qu'il y ait encore une distillerie dans 200 ans, on espère qu'elle pourra utiliser des arbres qu'on aura nous plantés. Et 2024, juin 2024, 21 juin, sera l'édition toujours de Roi de Cœur, dans une nouvelle formule, une nouvelle édition, une nouvelle recette, avec une nouvelle illustration, avec un autre artiste, et qui portera un autre projet, qui sera lui un projet artistique et culturel qu'on dévoilera dans quelques semaines. Ça, c'est chouette. C'est bien, c'est beau aussi. Et justement, votre implication aussi sur le territoire, je pense que ce que doivent apprécier les élus, les citoyens d'ici, c'est cette dynamique et le fait d'avoir cette ouverture-là vers la culture, le développement responsable. Quand on voit Brocéliande en flammes, c'est vrai que ça nous touche tous, qu'on soit très breton ou pas. Enfin, ça donne du sens et ça donne de la continuité. Ça fait sortir de sa zone, juste de son territoire. C'est simplement aussi rendre ce que le territoire vous a offert. Et je vais même un peu plus loin. Moi, il y a le territoire effectivement de Ploërmel, de Brocéliande, mais c'est le Morbihan et c'est la Bretagne, parce que moi, ça fait plus de 25 ans que je surfe sur l'image bretonne. Bien sûr. Duchessanne, Blanche-Hermine, Bonnet Rouge, Braille-Scola. Et à un moment donné, il faut rendre ce qu'on vous a donné. Alors, la seule façon que j'avais de rendre, c'était de m'ancrer sur le territoire. Là, encore une fois, je me répète, mais les élus vraiment de Ploërmel ont été hyper dynamiques. Ils ont été facilitateurs, parce que quand on produit des alcools, on est quand même sur une production, une industrie qui n'est pas simple, qui est très réglementée, avec beaucoup de contraintes liées à la sécurité, ce qui est normal, donc avec une administration qui peut être très lourde. Oui, qui est plus lourde que... Qui peut être très lourde. Et là encore, Ploërmel Communauté et les fonctionnaires de Ploërmel Communauté ont joué le jeu. Et c'est là que j'ai vu que en fait, le territoire et la population locale étaient déjà partie prenante et fiers. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était simplement rendre. Donc, on a fait un outil qui... Et là, c'est mon épouse qui s'est vraiment chargée de toute cette... Et c'est sublime. De toute cette mise en scène. Cette mise en scène, c'est même pas une mise en scène, parce que c'est là qu'on dit, finalement parce qu'on passe beaucoup de temps. Mais en fait, je lui avais dit, je veux une ambiance un peu whisky club. On est dans l'univers du luxe. Les spiritueux, c'est le luxe. Mais je veux que ça soit beau, mais pas... accessible. Voilà. Qu'on puisse franchir le pas. C'est ça. Et en fait, il fallait que la population locale se sente bien et ne se sente pas exclue de ce projet-là. Et voilà, ce qu'on voit maintenant, ça fait presque 2 ans, plus d'1 an et demi qu'on a ouvert sur le site. On voit la population qui s'est approprié le projet, qui s'est approprié la distillerie, qui s'approprie le whisky Galade et qui en parlent. Donc, ils sont aussi prescripteurs. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Donc, c'est vraiment c'est la fierté qu'on a. Et j'avais promis au maire de Ploërmel, j'avais dit, tu sais que si tu valides mon projet sur ton territoire, des projets de distillerie, il n'y en aura pas beaucoup. Ça sera la première dans le Morbihan et assurément une des seules de cette envergure-là, j'entends. Tout à fait, bien sûr. Et notre marque sera toujours associée à ton territoire, comme nous, on sera toujours associés au tien.
Et l'idée, c'est ça, c'est que fait dans les briller le générations à territoire. venir, Ouais. eh ben, que demain, on porte, parce que si le cognac est exporté à 98%, on peut imaginer que Galade sorte aussi des frontières de la Bretagne et des frontières de France. On peut imaginer que demain aussi, on portera l'image de Brocéliande, de Paul Hermel, en Asie, sur le continent nord-américain ou ailleurs. C'est tout le mal qu'on souhaite. C'est sur quoi on travaille. On vous voit peu dans les réseaux business. Alors, vous vivez sur Vannes, donc je vais prendre l'exemple de Vannes, mais ça en manque pas à Vannes, hein, des réseaux de tout ordre. On vous voit peu là-dedans. D'ailleurs, vous prenez peu la parole, il faut être très clair, et je vous en remercie là, de jouer le jeu. Il y a sûrement des jeunes entrepreneurs qui viennent vous voir, parfois pour vous questionner, pour vous demander des tuyaux, pour vous solliciter, parce qu'il faut être clair, vous êtes un exemple de belle réussite entrepreneuriale, d'innovation, d'industrie. Enfin, on est fiers de ça en Bretagne, de ce parcours-là. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes entrepreneurs ou ces rêveurs peut-être ? Il y a les deux, parce que j'ai rencontré les deux. Et effectivement, quand je les rencontre dans un endroit un peu plus feutré, et un peu plus intimiste et confidentiel, qui est mon lieu de travail. Parce que pour moi, son entreprise, c'est le lieu de travail, c'est là qu'on doit passer le maximum de son temps et son énergie. C'est vrai que j'ai des produits populaires, parce que ce sont des produits de consommation. C'est vrai que c'est pas que je suis pas un homme de réseau, parce que j'ai un réseau qui est bien établi. Oui, j'entendais vraiment réseau visible. Oui, c'est ça. Mais pour moi, le réseau souterrain, c'est celui qui dure. Quand j'élève mon whisky dans une barrique, c'est un chêne qui a 200 ans. Ce qu'on voit pas, c'est les racines. Et c'est le plus important. Et ce que j'entretiens, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma conviction. C'est pas qu'on n'a pas besoin de se montrer, c'est que c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans mon éducation, c'est pas dans ma façon d'être. J'ai peut-être ce côté un peu discret qui fait que j'ai pas envie non plus. C'est pas de partager, mais de montrer ce que j'ai fait ou réussi. Et donc ces échanges-là, je les ai en privé. J'ai accompagné des jeunes avec des succès plus ou moins heureux. Vous investissez dans des entreprises j'ai fait en tant que business angel? Oui, je l'ai fait avec des résultats plus ou moins heureux, ce qui m'amène aujourd'hui d'ailleurs à avoir une nouvelle réflexion et d'être peut-être un peu plus justement exigeant et regardant. D'accord. Et d'être un peu moins sur le côté geek et un petit peu start-upper. Tendance à start-up. Oui, parce que et c'est naturel. Certains se sont dit, voilà, j'ai regardé, il a lancé Marescola, il a lancé ça avec pas grand-chose, pour pas dire avec rien. Le rien, il faut le rappeler que c'était quand même toutes les économies de mon épouse et moi-même à l'époque. Et donc, c'était pas rien. Mais beaucoup, des fois, pensent que c'est simple. Et il est là le danger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite sans travail. Et ce que je reproche des fois, alors c'est pas le sujet là de notre entrevue, mais à certains d'être déjà dans la vente de leur entreprise avant de l'avoir créée. Alors qu'avant tout c'est créer un produit, créer une entreprise, créer un environnement autour de ça qui va vous permettre déjà de prendre du plaisir. Et si vous prenez du plaisir dans votre entreprise, si vous avez eu la bonne idée, si vous avez rencontré les bonnes personnes, normalement ça fonctionne. Alors à des degrés différents. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien rencontrer les gens qui ont des projets, je vous le dis encore une fois, heureux ou malheureux. Mais il y en a quelques-uns là, que je suis actuellement qui ont des beaux projets et je vais les regarder avec attention. Et c'est important, votre regard est important. Enfin, je veux dire, dans la transmission aussi, ce retour d'expérience, il est clé. Oui, mais après, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire que ça peut être de l'échange, mais il ne faut pas que ça soit du mimétisme. Non. C'est ça le danger, en fait. À un moment donné, c'est de se dire, il a fait ça, je vais faire pareil. Et aujourd'hui, on est sur des générations différentes. Et c'est pour ça que demain, si mes enfants me rejoignent, et encore une fois, je l'espère, l'idée c'est de les accompagner un petit peu, mais dès qu'ils arrivent, c'est de m'effacer. Dès qu'ils arriveront, c'est de leur donner les clés. Parce que quand je leur donnerai les clés, c'est qu'ils ont les capacités à conduire le navire. Et il ne faut surtout pas que je sois là. C'est à eux. Parce que c'est eux qui seront capables de donner un nouvel élan et surtout d'apporter peut-être l'insouciance que moi j'avais quand j'avais 26 ans aussi, quoi. Voilà. Et que l'entreprise a besoin. Tout à fait. On aurait pu parler du sport, on aurait pu parler du VOC, quand même, qui est un petit bout de votre vie, votre implication. Ouais, qui a été une période assez difficile. Difficile aussi. Pas très heureuse. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, j'ai repris à l'époque, mais on ne va pas en parler longtemps, un club qui était en difficulté. Voilà,
là encore, dans l'ombre, avec des personnes de l'ombre, donc avec des bénévoles qui étaient investis, qui n'avaient pas été mis dans la lumière quand le club, lui, était dans la lumière, n'avaient pas quitté le navire. Moi, j'ai décidé de recréer avec eux sur un tas de cendres, ça a été compliqué. Et après 5 ans d'investissement assez important dans tous les sens du terme, voilà, j'ai décidé de m'effacer pour prendre du temps pour moi, ma famille et puis pour ce qui m'animait toujours, c'est mes projets. Voilà. J'allais vous demander, c'est quoi vos passions? La mer? La pêche. La pêche, la pêche. Je passe peut-être un peu trop de temps à la pêche, mais en fait, c'est ce qui vous permet de vous évader aussi. Oui, c'est ce qui me permet de m'évader, de se vider la tête, de créer, et surtout de passer beaucoup de temps avec mon meilleur copain, avec qui on partage des moments incroyables, et c'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est-à-dire qu'il y a la famille. J'ai la chance d'avoir une épouse et des enfants qui sont très proches, on a vraiment créé un petit cocon. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont très performants. Et puis j'ai la chance d'avoir aussi quelques copains. Et la pêche, ça fait partie. Et avec qui je partage cette passion. Voilà. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? De ma famille. De ma famille et parce que, encore une fois, si j'en suis là, si on parle ensemble tous les deux, c'est que, alors mes enfants différemment parce qu'ils étaient jeunes, mais c'est un travail, c'est-à-dire que ça fait près de 30 ans que je suis avec mon épouse. Et on a commencé à travailler simplement il y a 2 ans sur le projet ensemble. Vous voyez, donc c'est pas évident parce que vous êtes depuis 30 ans avec une personne et vous savez pas si vous pouvez travailler ensemble. Collaborer ensemble. Et en fait, ça se passe très bien, et chacun a son domaine d'activité. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que la grande fierté sera peut-être de se dire, non pas que j'ai transmis la distillerie à mes fils, mais que nous avons transmis notre distillerie à nos enfants. Merci beaucoup Stéphane pour ce moment. Merci à vous. Et pour la visite. Et puis, vive Galade. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane pour ce bel échange dans un cadre tout simplement sublime, la mine d'or à Plohermel. On se quitte avec un breton, poète, Bertrand Belin, Hyper Nuit. Ciao, ciao. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, le mal grandit, celui même. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au piment, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler. Puis tomber. Là il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Hélas, je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée. Dans
Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. On lui était tombé dessus, hyper nuit, et fait passer le goût des fleurs, le goût